Bonjour, bonsoir. Avant de démarrer l'émission, je me vois dans l'obligation de vous dire qu'étant dans un magnifique village, une magnifique petite ville de notre magnifique pays au patrimoine de l'UNESCO, il se trouve que ce week-end, il y a l'un des plus beaux marchés de Noël de France dans cette petite ville en question. Et il est donc possible que vous ayez parfois un petit peu de bruit parce que le marché de Noël est très beau. J'ai d'ailleurs été agréablement surpris en passant le voir de voir qu'il existait encore, quoi qu'on en dise, des productions artisanales et locales dans nos beaux marchés de Noël. En revanche, dans la rue dans laquelle j'habite, qui mène directement à ce marché de Noël, passent beaucoup de gens et certains se trouvent être d'une inélégance absolue. On va en parler d'ailleurs dans cette émission. Avec le nouveau mot du jour, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait, mais aujourd'hui je vous en ai trouvé un qui n'est point piqué des hannetons. Et donc de temps en temps dans ma rue, il passe parfois des gens comme ça qui hurlent, qui n'ont absolument aucune élégance parce qu'il y a beaucoup de flux dans ma rue. Donc 90% du temps, ce sont des gens bien éduqués qui parlent avec un volume absolument normal. Et puis, c'est même pas 90% du temps, 99% du temps. C'est très bien et très agréable de voir ma rue animée par de bonnes personnes, disons-le. Et en revanche, de temps en temps, des gens qui n'ont absolument de respect pour personne, ni pour les riverains, ni pour les autres personnes qui traversent comme elles cette même rue et qui hurlent pour ne rien dire, hein, parce que vous imaginez bien que les gens qui hurlent, ça n'est certainement pas pour s'exprimer comme un Cyrano de Bergerac, que j'aimerais bien entendre s'exprimer. Mais non, ce n'est pas vraiment le cas, ni au niveau du vocabulaire, ni au niveau de la diction, ni au niveau de quoi que ce soit d'ailleurs, de l'élégance vestimentaire. Bref, allez, on est parti. Bonjour, bonsoir les loups et loulous gris. Parce que, pour la dernière fois de cette saison, vous savez toujours combien de nuances il y a dans le gris, bande de coquins. N'oubliez pas d'ailleurs de ne pas être un pauvre loup gris moyen sur tous les sujets que l'on aborde avec vous pour éviter de faire des vagues et oser bien plutôt les nuances fortes et assumées. Bienvenue dans l'émission Prof de droite, notre émission distribue des uppercuts éducatifs avec élégance, bienveillance, adroitement mesurée. Les pains sains, secs et sans raisin ni résidus distribués lors de ce podcast feront valser en deux mouvements trois temps bien des protège-dents des bords de Seine jusqu'au sommet des Alpes, jusqu'au bord de l'océan Atlantique dans le creux des vagues bretonnes les plus fraîches, les vagues basques les plus hautes, jusque dans les pâturages pyrénéens, jusque dans les assiettes grasses et juteuses de nos régions, et tout ceci enfin en passant par la plus belle région du monde, l'Alsace. Cette émission est disponible sur YouTube, Deezer et Spotify. Nous promouvons ici, nous nous battons pour retrouver une société disposant d'un corps sain, dans un esprit sain au service d'une jeunesse harmonieuse et équilibrée, et ce pour une nation éduquée, bien éduquée, prête à maintenir, voire à restaurer. Peut-être est-ce cela qu'il faudrait faire aujourd'hui. Je m'astreins avec vous à une discipline de transmission non seulement à mes élèves, mais à vous également. Ici, nous luttons en anonyme, c'est assumé et c'est obligé. Avant tout, contre tous ceux qui souhaiteraient emplissent déjà les cerveaux de nos enfants et adolescents, visage, selon moi, de la souffrance de ce pays, de valeurs terribles, antinaturelles, ce qui a un nom, manipulation d'esprit en cours de formation dont nous, enseignants, avons la charge, ou bien, plus court, plus clair, plus tranchant, pédocriminalité, puisqu'il s'agit bien de destruction de cerveau, d'esprit manipulable, car jeune, par définition, ce qui est proprement impardonnable. Nous ne cédons point aux pseudo-dictats moraux récents aux conséquences catastrophiques sur notre jeunesse. Nous montrons plutôt la voie séculaire ardue, pentue mais ô combien gratifiante. Une nation qui traite aussi mal sa jeunesse est vouée à disparaître. Retrouvons ensemble un peu de sérénité dans le débat, puisque là aussi, toute nation divisée contre elle-même se verra réduite en désert. L'impossibilité de débattre est ainsi affolante, affligeante et gravissime. Nous poursuivons et poursuivrons sans cesse le but ultime de vaincre le nihilisme ambiant qui est et restera notre principal adversaire selon moi. Promotion du goût de l'effort, du travail, défense de la beauté de notre pays, adoption d'une mentalité positive, sortie de la torpeur, négativité, pensée unique, passage à l'action. Voici les mots-clés de cette émission. En ces temps troublés, il nous faut prendre le taureau par les cornes afin de le choyer nous-mêmes, puisque ça n'est pas l'État qui le choiera.
Faudrait peut-être la vérifier celle-là, tiens. Être capable d'aller au combat contre cet État qui détruit nos taureaux sans raison, et nos vaches également, et nos troupeaux, et plus tard peut-être nous, avec pour seule différence notable le fait de ne pas les haïr. Nos adversaires sont nombreux, on peut haïr leur folie, leur péché, leur aveuglement, mais point leur personne, que nous devons tenter d'aimer sincèrement, même lorsque c'est fort ardu, reconnaissons-le, car nous devons garder foi, amour et espérance pour leur conversion un jour, peut-être. Tirez ma révérence, tant qu'il me reste de l'élégance et non de la simple amertume, voilà le titre que j'avais prévu pour cet épisode, avant le début de cette semaine, et au vu justement de la semaine écoulée et des événements récents dont nous allons parler, quitter la simple amertume va être rude. L'élégance cesse si on la remarque, je me dois donc désormais de m'éclipser de ce monde ignoble auquel je ne veux plus prendre part après avoir abordé avec vous quelques derniers points. Je devais aborder mon histoire personnelle dans la religion. Cela me semble finalement peu intéressant au vu de l'actualité brûlante, si l'on peut dire, avec mauvais jeu de mots et avec jeu de mots bien noirs, bien sombres et bien cramés, dont il faut parler. Mon petit Noël de prof qui ose, oh là là, infamie, mettre le mot Noël dans une dictée, dans un exercice. Voilà les petites choses, les petites actions dans le monde réel, dans cette société qui nie l'existence de Noël, qui est séculaire mais ne nie pas en revanche l'existence de régimes alimentaires spécifiques pour d'autres religions, ni les absences possibles pour d'autres fêtes que celles prévues depuis longtemps, oui, dans notre calendrier. Allez-vous nous ressortir un calendrier révolutionnaire pour que nous cessions de dire que nous sommes en 2025, plus pour longtemps, après Jésus-Christ? Et oui, là voilà votre date. Aïe aïe aïe, un BSD, patriote mais pas nationaliste. Je vous sers sur un plateau d'argent la définition de Wikipédia qui pourtant me semble-t-il ne fait pas partie, n'est pas l'encyclopédie la plus tendre sur ces sujets. Laissez-moi juste boire un coup. Est-ce que je vais avoir besoin d'avoir la gorge hydratée? Ce terme, je cite donc Wikipédia, ce terme désigne des mouvements politiques déclarant vouloir exalter une nation sous toutes ses formes, État, culture, religion, ethnie, langue, histoire, tradition, préférence nationale pour l'emploi, etc., par opposition aux autres nations et populations. Cette deuxième variante du mouvement s'est développée à partir de la fin du XIXe siècle, vers 1870. Chauvine, elle trouvait alors ses militants principalement dans les classes ouvrières. J'enchaîne directement sur la définition de nationaliste, cette fois-ci. Les nationalistes croient qu'une nation a le droit de se gouverner elle-même et de prendre des décisions concernant son avenir sans ingérence extérieure. Le sentiment d'autodétermination est lié à l'idée selon laquelle la nation doit avoir le pouvoir de définir son propre destin. Fin de citation, et c'est donc cela qui doit poser problème et faire que Monsieur BSD patriote parce qu'il aime son pays, oui, mais oh non, pas nationaliste. En quoi est-ce que cela pose problème? Plus encore aujourd'hui, nous devrions au contraire avoir des hommes qui assument leur position, de dire oui, et re-oui, et re-oui derrière, comme dirait, je sais plus comment il s'appelle, dans Kaamelott, je suis nationaliste parce que je veux l'autonomie énergétique, alimentaire, le retour de la souveraineté alimentaire de mon pays, qui en plus, il se trouve, était connu pour cela, pour sa gastronomie, sa capacité d'élégance, ses décennies d'avance sur son autonomie justement énergétique. Voilà ce qui doit poser problème. Trahison supplémentaire d'un homme qui devrait nous soutenir sa patrie comme sa nation et la mettre au-dessus de tout, sans que cela ne signifie aucunement vouloir écraser les autres ou haïr les autres. Si je parle beaucoup plus bassement du sentiment normalement que vous avez quand vous regardez les Jeux Olympiques, de vouloir qu'un athlète français, même si vous ne le connaissez pas naturellement, c'est lui que vous voulez voir remporter une médaille. Point. Et enfin, point, mais le plus important, c'est que oui, on aimerait cette autonomie, être nationaliste, vouloir cette autonomie, le retour des privilèges, oui, de certaines régions, le retour des patois, par exemple,
Le retour d'une histoire exaltée, quitte à la mythifier volontiers, il n'y a aucun problème. Là, le voilà votre nationalisme. Et oui, le prof de droite est nationaliste. Oui. Si vous faites encore semblant de ne pas avoir compris sous faux prétexte fallacieux que ce qui se trame en coulisses auquel vous n'avez pas accès, vous n'avez même pas payé pour le spectacle, même si vous avez glissé un bulletin de vote pour eux, allez, je vais être gentil, finalement, vous ne saviez pas et ça n'aurait très certainement rien changé. Mais donc, ce qui se trame, c'est la destruction pure et simple de n'importe quoi. De l'Occident et des Occidentaux en voyant ces ordures diaboliques de macronistes décadents et consorts qui nous vantent la diversité, la chantent sur tous les toits, sauf lorsqu'il s'agit de la jeunesse blanche française qui doit aller mourir contre nos frères russes chrétiens orthodoxes. Vous l'avez déjà vu sur d'autres chaînes. Macron qui fait son petit discours pour aller mourir sur le front russe. Et là, comme par hasard, il n'y a plus de diversité, ce ne sont que des blancs. Cette même société malade qui vous met un meupette absolument horrible, ignoble, immonde. Je n'ai pas cherché longtemps, je vous l'avoue, ça m'énerve trop, sur notre cher Google. Mais je n'ai pas trouvé combien cela a coûté aux contribuables, ni peut-être ce serait déjà une bonne chose. Par hasard, ça a été fait par une société privée, ce qui voudrait dire que, au moins, ce ne sont pas les Français qui ont payé pour cela. Bref, en tout cas, sachez que j'avais déjà peur, petit, des meupettes parce que j'aimais déjà la symétrie et le beau. Et donc, j'avais un problème avec ce qui était laid visuellement, comme les meupettes. Et oui, ça n'a rien à voir, mais également South Park. Aujourd'hui, on vous met donc ce meupette Kermit, je ne sais plus, sur l'une des plus belles places du monde. J'ai nommé la place Vendôme. Déjà précédemment le plug anal il y a quelques années, plus l'insulte faite aux chrétiens en leur disant que non, c'était eux qui avaient l'esprit mal tourné s'ils y voyaient autre chose qu'un sapin de Noël d'art contemporain. Non, c'était un plug anal. Si vous voulez une preuve, cet horrible plug anal et non arbre de Noël, certainement pas, avait été installé pour la Foire internationale d'art contemporain. Et si vous voulez l'acronyme que cela vous donne, je vous le donne en mille, ça donne l'acronyme FIAC, Foire internationale d'art contemporain. Faites un Noël chrétien, faites-en à nouveau une fête en chrétien, assumez, défendez nos belles valeurs, ne laissez pas la culture française mourir, elle est séculaire et belle, et ne mourra pas de 60 années, des 60 dernières années qui se sont écoulées, qui l'ont fait vaciller, mais elle renaîtra de ses cendres, et je vous rappelle qu'il y a plus d'honneur à faire revivre qu'à survivre. Si des profs pas contents m'écoutent, ou qui que ce soit m'écoute n'est pas content, c'est comme ça et pas autrement, et si t'es pas d'accord, c'est pareil. J'assume mes positions dans le réel, même si à grande échelle je ne l'ai pas fait, je n'ai pas fait tomber le masque, c'est vrai. Si je m'étais senti plus écouté, plus soutenu, plus suivi, j'aurais sans doute tombé le masque, c'est même certain. Cela n'a pas été le cas, c'est sans doute de ma faute, puisque, je l'avoue, je n'avais aucune envie et pas les connaissances non plus, pas les compétences, de me faire connaître, de me faire de la pub sur les réseaux sociaux. Donc ça, je reconnais. Et il se trouve aussi que je suis quasiment sûr à plus de 90% que depuis l'épisode 6 sur le Covid, je suis shadowban pour utiliser un anglicisme. Laissons donc le vacarme les amis et parlons beauté du mot. Sybarite, un mot que j'ai découvert grâce à Franck Sensé, puisqu'après l'art sartorial, je m'intéresse désormais à un autre art magnifique mais bien plus coûteux encore, l'art des montres. Et donc Franck Sensé a sur sa fiche Instagram ce mot que je ne connaissais point, que je m'en vais vous compter, vous définir, puisqu'il en vaut la peine. Le sybarite, S-Y-B-A-R-I-T-E, n'est pas un simple jouisseur vulgaire ni un goinfre sans âme. Il est un esthète du plaisir, un homme ou une femme qui a fait serment, non à la débauche contrairement à certains, mais à l'art de vivre. Et il se trouve qu'en France, nous avons un art de vivre sans équivalent. Ce serait donc bien dommage de ne pas en profiter, n'est-ce pas ? Le mot vient de Sybaris, une cité antique d'Italie grecque, si raffinée que l'on disait que ses habitants se réveillaient au froissement d'un pétale justement froissé.
Voilà l'origine, une civilisation qui savait que la vie est trop brève pour être vécue grossièrement. Le sybarite, lui, au contraire, il choisit, il ne consomme pas, il goûte, il ne se gave pas, il savoure. Il ne court pas après le plaisir, il l'accueille, comme on reçoit un ami cher avec lenteur, politesse et gratitude. Chez lui, le vin est bu comme on écoute un poème, le repas est un dialogue, le silence est une épice, et le temps, se tirant pour tant d'hommes, surtout ceux qui ne font pas les efforts pour se voir vieillir de belle manière, devient enfin un serviteur docile. Si l'on cherchait à définir ce terme de l'élégance et de l'envie de vivre avec beauté dans ce monde, quitte à avoir des manières, l'on pourrait dire, à la manière de Cyrano, la main sur la garde de son épée, je veux que mon pain soit bon, que mon vers soit franc, que mes mots aient du panache, et mes plaisirs de la noblesse. Car vivre sans goût, monsieur, c'est mourir chaque jour, sans s'en apercevoir. Il n'est pas lâche, il est libre. Il n'est pas mou, il est exigeant. Il ne fuit pas l'effort, il le récompense. À la manière d'Athos, puisque vous savez qu'il est mon mousquetaire préféré, il aurait compris très certainement le sybarite mieux que quiconque, puisque le sybarite sait bien que la retenue donne sa valeur aux excès, la mesure rend le plaisir plus profond et qu'un homme digne ne s'abandonne jamais, sans conscience. Le sybarite est souvent mélancolique, blessé, lucide. Il a trop vu le monde pour l'adorer naïvement, mais trop aimé la vie pour la mépriser. En une phrase digne d'un duel à l'aube, et je vous rappelle qu'il y a 2 fois plus d'honneur à se battre puisque les duels sont interdits, le sybarite est un aristocrate de l'instant. Il ne vit pas pour le plaisir, il vit pour que le plaisir ait un sens. Je vis pour moi et n'ai de compte à rendre à personne, citation de Steve McQueen. Cette phrase n'est pas un caprice d'ego ni une bravade d'adolescent, c'est une déclaration de souveraineté. Ça tombe bien, on en a parlé. Dire je vis pour moi, ce n'est pas nier les autres, c'est refuser de se dissoudre dans leurs attentes que de toute façon vous ne comblerez pas. Vous ne serez jamais trop à droite pour tous et jamais trop à gauche non plus. Enfin, jamais suffisamment à gauche pour tous. Bref, on s'en fiche. Soyez vous et cessez de vous justifier et de vous excuser. C'est affirmer que sa vie n'est pas un bulletin de vote, ni une excuse permanente, ni un spectacle donné pour obtenir l'approbation des foules. L'homme qui vit pour lui-même ne demande pas la permission d'exister, il assume son existence. Le refus du tribunal permanent. Nous vivons à une époque où chacun se croit juge, où le goût doit être justifié, le beau validé, le juste négocié à main levée. Moi, je vous l'ai dit, le juste et le beau sont des valeurs objectives. Steve McQueen dit également non à cela. Il dit « Je n'ai pas à plaider ma cause devant des inconnus. Je n'ai pas à édulcorer ma vision pour rassurer ceux qui vivent à genoux. Celui qui adopte cette maxime accepte une conséquence lourde, mais noble. Être incompris, parfois isolé, souvent critiqué. Peu importe, je suis moi-même. Mais il gagne une chose, donc, que les autres n'auront jamais, la paix intérieure de la cohérence. Sur le beau et le juste, le beau n'est pas démocratique, le juste n'est pas consensuel, ils naissent d'une verticalité intérieure, pas d'un sondage. Dire « si cela vous déplaît, je vous emmerde », ce n'est pas une insulte, c'est un verrou, qui signifie « je n'impose rien, je ne m'en dis rien en revanche, je trace ma route, toujours ». Ce n'est pas de la haine, c'est de l'indifférence souveraine. À la manière d'Athos, l'homme qui vit ainsi ne crie pas, il n'explique pas indéfiniment, il fait, il choisit, il assume. S'il est attaqué, il ne se justifie pas, il reste droit dans sa rectitude. S'il est incompris, il ne se corrige pas, il continue. Le seul qui peut le corriger, c'est lui-même, puisqu'il est parfaitement exigeant avec lui-même. Mais il n'accepte pas de se faire dicter ce qu'il devrait dire, penser, faire. Puisqu'il sait ceci, on ne vit pas droit en demandant sans cesse pardon d'exister. En conclusion, vivre pour soi, ce n'est pas mépriser les autres. C'est refuser qu'ils décident à votre place de ce qui est juste, beau, digne. Et s'ils n'aiment pas cette liberté, qu'ils détournent le regard. La route est large, je les emmerde. Si Jésus a tendu l'autre joue, c'est bien parce qu'il était capable d'encaisser. Tendre l'autre joue n'est donc pas une faiblesse, c'est une puissance maîtrisée.
On a trop souvent fait de Jésus un homme doux jusqu'à l'effacement, un visage pâle qui encaisse tout, un idéal commode pour inviter les forts à se laisser piétiner. C'est une erreur dangereuse. Tendre l'autre joue, c'est le choix de celui qui peut encaisser. Jésus ne tend pas l'autre joue parce qu'il est incapable de se défendre. Il le fait puisqu'il est maître de lui-même. Seul celui qui est solide peut se permettre la retenue. Seul celui qui a une force réelle peut choisir de ne pas s'en servir. Vous voyez bien pendant les manifestations que les hystériques ne sont pas les plus solides et ne feraient pas long feu sur un champ de bataille. Tendre l'autre joue, ce n'est pas dire « fais de moi ce que tu veux », c'est dire « de toute façon, tu ne me définis pas, tu ne me fais pas sortir de ma ligne. Et tu n'es finalement qu'un petit Mistral sur ma joue dont je n'ai que faire. » C'est une posture de domination intérieure et certainement pas de soumission. Le faible, lui, subit chaque jour. Le fort choisit simplement de ne pas répondre à ce qui n'a finalement que peu, voire pas, d'intérêt. Le temple est une ligne infranchissable pour Jésus. Il existe une scène que beaucoup préfèrent oublier. Quand le sacré est profané, quand le temple, le lieu de prière, devient un marché, quand l'argent, le cynisme et la corruption, s'installent là où devrait régner au contraire l'élévation, alors Jésus ne tend plus l'autre joue, il agit, il renverse les tables, il chasse les marchands, il prend un fouet, non pas par colère incontrôlée, mais parce qu'il faut à ce moment-là se battre et montrer que les lignes ont été franchies. Le respect du sacré, la dignité, la vérité sont alors bafoués et là, la douceur devient une complicité, le silence devient lâcheté et la patience devient trahison. Quelle leçon profonde à cela. Jésus nous enseigne deux choses indissociables, supporter l'enfance personnelle parce que l'ego n'est pas sacré, ne jamais tolérer la profanation de ce qui est juste parce que certaines valeurs valent bien un combat à mort. Ce n'est pas une contradiction, c'est une hiérarchie morale. Tout ne mérite pas réaction, mais certaines choses exigent une réponse immédiate, absolue, ferme, sans négociation. Connaissez vos lignes infranchissables. Un homme sans lignes infranchissables est un homme que l'on traverse, que l'on piétine. Un homme qui réagit à tout est un homme dominé par ses nerfs, un hystérique. La sagesse est entre les deux. Il faut savoir encaisser lorsque l'attaque touche l'orgueil. Il faut savoir frapper fort si besoin, symboliquement ou concrètement. Lorsque l'attaque touche l'essentiel, l'honneur, la justice, le sacré. Je vous rappelle encore qu'à une époque, dans le Cid de Corneille, Rodrigue a pu tuer le comte qui avait simplement giflé son père et puis derrière prendre sa fille. Le sacré, qu'il soit religieux, moral ou intérieur, nous ne devons point le laisser attaquer sans agir. Conclusion droite et sans équivoque, tendre l'autre joue n'est pas une obligation permanente, c'est un choix réservé à ceux qui savent aussi dire non. Et chasser les marchands du temple nous rappelle ceci. La vraie paix n'est possible que pour ceux qui sont capables de se lever quand une ligne est franchie. Poursuivons avec l'événement qui m'a fait totalement changer mon fusil, mot choisi, d'épaule à l'approche de ce dernier épisode. Message aux paysans, aux gendarmes et à tous. Sachez justement vous aussi où sont vos lignes rouges. Le pays est devenu fou, il faut agir absolument, et dans absolument, il y a absolu et extrême, comme le fut justement un certain Jésus-Christ. Est-ce qu'il faut que je vous résume à nouveau l'histoire ? Une vache atteinte d'une maladie bénigne dont les vaches peuvent guérir, le reste du troupeau vacciné, encore une fois maladie bénigne, non transmissible aux hommes, tous les syndicats paysans pour une fois ligués ensemble pour éviter que tout le troupeau soit euthanasié, la droite et la gauche ligués contre l'horreur. On va en parler de ce qu'il s'est passé ensuite. J'ai vu des propos de Mélenchon qui s'est justement indigné. J'ai vu Jean-Philippe Tanguy, j'ai vu Marion Maréchal Le Pen, j'ai vu Éric Zemmour. Vous pouvez ne pas être content que je cite la droite et la gauche, j'en ai rien à foutre, comme le disait très justement Étienne Chouard. Peut-être que là, il est temps qu'on s'allie ensemble pour faire tomber cette république folle alliée et malade jusqu'aux oreilles, pour reprendre les termes de Papacito, qui, comme d'habitude, je trouve, a les mots justes, et puis lui est capable de le faire
en improvisation, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai toujours beaucoup de notes sous les yeux quand je fais mes podcasts. Bref, ne nous laissons pas endormir par cette période de l'Avent que nous voudrions festive, bien entendu. Je vous rappelle que Avant, quand même, hein, c'est écrit avec un A majuscule, V-E-N-T, s'il vous plaît. Mais faire tomber la tête de cette république folle, justement, c'est maintenant, ou alors nous allons mourir dans la honte de ne pas avoir agi. Nous avons déjà eu un roi fou à une époque, qui est tristement resté longtemps sur le roi de France, mais il était le seul à être fou. Aujourd'hui, je pense que la folie de ce gouvernement a atteint un paroxysme qui n'a jamais eu lieu sur le territoire français. Je souhaitais faire donc un dernier podcast calme et joyeux en cette période, justement de l'Avent. J'ai totalement changé mes plans car ce qu'il se passe est absolument intolérable. Les lignes rouges sont franchies et si je dois prendre les armes, désormais je suis prêt à le faire. Finirai donc dans cette émission dans un état de colère comme je n'en ai jamais eu dans aucun épisode précédent. Et encore, je n'ai pas tourné l'épisode vendredi 12 décembre. Hier soir, j'étais dans un état de colère, de rage et de fébrilité comme j'en ai rarement expérimenté. Aujourd'hui, on est le 13 décembre. Disons que ça a c'est très légèrement redescendu, mais il ne faut pas non plus tomber là-dedans avec ce monde où tout va très vite et où on a envie de dire, bon, on va passer à autre chose dans quelques jours. Non, non, il ne faut pas laisser cela advenir, il ne faut pas pardonner et passer à autre chose. Message aux forces de l'ordre, car on entend trop facilement pour les défendre, puisque je fais partie de ceux qui les défendent, justement ces forces de l'ordre, en permanence face aux abrutis, les fameux ACAB, que j'emmerde, tenez-le vous pour dit, je n'ai jamais pensé cela de ma vie, bien au contraire, je les ai toujours défendus, sauf quand elles font du zèle inutile. En revanche, lorsque sur simple ordre, vous êtes prêts à gazer des paysans du haut de vos tanks, je hais ce que le monde a fait de vous, de lâches instruments sans limite. Ne me donnez pas justement cet argument de « ils ne font qu'obéir aux ordres ». C'est absolument intolérable. Comme le disait très justement le Raptor que je reprends encore et que je salue encore, il faut absolument connaître nos lignes rouges, nos lignes infranchissables. Les paysans l'ont fait, je ne peux que les saluer très bas. Ils ont un courage exceptionnel. Tous leurs syndicats, comme je l'ai dit tout à l'heure, étaient pour une fois sur la même longueur d'onde. Ils se sont fait gazer malgré leurs propositions de dialogue qui n'ont pas été entendues. Ils n'ont pas eu droit à un dialogue dans cette république démocratique qui vous ment et se moque de vous en permanence. Et si vous, force de l'ordre, vous ne connaissez pas vos limites, si vous acceptez de participer malgré tout, vous êtes coupable et honte à vous. On est en droit de se demander quelle sera la prochaine étape. Ne serez-vous pas un jour capable de nous fusiller sur simple ordre lorsque votre maître étatique vous aura donné cet ordre? Est-ce que vous allez me fusiller un jour parce que j'ai fait écrire le mot Noël à mes élèves en classe? Et vous savez encore une fois qu'il y a la fusillade, mais il y a aussi l'assassinat de caractère, pour le dire en français, hein, le caractère assassination. Par exemple, pour prendre mon exemple personnel, me virer de mon job. Si je tombe le masque, parce que c'est ce qui pourrait arriver, hein, j'en suis parfaitement conscient, c'est pas moi qui me fais des idées. Hein. Donc, là, je suis mort. Hein, si je perds mon boulot, je suis mort. Vous êtes des républicains minables, vous n'avez plus d'âme, plus rien d'humain, je ne vous hais pas, bien que ce soit rude. Je hais en revanche le mal qui émane de vous. Encore une fois, vous êtes coupable. Moi, professeur, je n'ai peut-être pas tout à fait votre pression. En revanche, je connais parfaitement mes lignes rouges. Il y a des choses que je refuse. Appeler les vacances de Noël vacances de fin d'année, je refuse. Refaire porter un masque à mes élèves un jour, c'est hors de question. Qu'est-ce que j'avais dit? Enseigner le LGBTisme à mes élèves, hors de question. Il y a des choses que je sais, j'en ai déjà parlé. Je les refuserais si elles m'étaient imposées. J'ai évidemment partagé autant de stories que je le pouvais, c'est à l'autre bout pour moi de la France. Bref. J'ai donc partagé toute cette histoire sur mon compte prof de droite, que je n'alimente pas assez, je sais bien, mais également sur mon compte perso, et pas un de mes soi-disant amis n'a réagi, liké, que sais-je, pour utiliser un vocabulaire que je n'aime pas, le vocabulaire des réseaux sociaux, mais pas un. Pour quelle raison? Ils ont peur qu'il leur arrive quoi que ce soit en faisant ça à visage découvert, juste partager
partager un poste, c'est comme ça qu'on dit, vous voyez à quel point j'ai l'habitude de ce vocabulaire. Ils laissent leur pays mourir, vous êtes aussi coupables, je vous déteste même si vous êtes mes potes. Vous êtes tous coupables de plus ou moins loin, vous êtes minables. J'ai hésité, vraiment, je l'ai dit, à faire tomber le masque de l'anonymat pour cette dernière émission. Et vraiment, je l'aurais fait avec un public un peu plus nombreux, plus présent, qui aurait été prêt à me soutenir si je m'étais fait virer, on va dire les choses comme elles sont. Puisque vraiment, c'est ce qui aurait pu arriver dans ce... Là aussi, Papacito l'a très bien dit, hein, comme l'État est en train de mourir, il se durcit. Et il va falloir que nous soyons forts, physiquement comme mentalement, pour résister aux attaques qui nous seront faites. Si j'avais eu donc un plan B, j'aurais fait tomber le masque. Ce n'est malheureusement pas le cas, et donc je ne l'ai pas fait tomber. Nous verrons ce qu'il en est plus tard, en 2026 ou fin 2025 dans le réel, on verra. Pour plusieurs raisons multifactorielles, nous sommes en train de tout perdre dans ce qui devrait être le plus beau pays du monde. Le nihilisme de la gauche, la folie de la République qui occupe ce pays, une certaine immigration qui veut la mort de la France, disons-le, même si je me suis refusé à aborder sciemment ce sujet, parce que pour moi, ce n'est pas l'ennemi numéro un, et en retrouvant un beau système fonctionnel, selon moi, cette immigration, idéalement, qui devrait être choisie et peu nombreuse quelque part, hein, disons-le, pour garder une certaine souche de racines majoritaires et puis avoir cette immigration choisie qui, elle, pour le coup, serait géniale. Et bon, je suis le premier à le dire. Bref. Donc, me semble-t-il, en retrouvant un beau système fonctionnel, cette immigration choisie, donc, ne poserait plus problème, puisqu'elle voudrait, tout spécialement, faire société naturellement dans une France retrouvée. Et oui. Donc, je n'ai pas voulu parler trop de ce sujet dans les podcasts. Nous verrons, peut-être que je le ferai en 2026. Mais je considère que ce n'est pas l'ennemi numéro un et pas mon rôle pour le coup d'en parler. L'inaction d'une part de la France de souche, pour le dire très simplement, catégorisée, hein, c'est quand même important, même si c'est toujours un peu grossier. Pour le dire simplement, cette part de la France de souche qui est dans l'inaction a trop peur de se faire taxer de fascisme, de nationaliste, on en a parlé. Mais merde, aujourd'hui, qui sont les nazis fascistes qui gazent les paysans? Littéralement les gens du pays. Qui est-ce qui les gaze? C'est pas nous les fascistes. Merde. Arrêtez de vous laisser faire par cet argument. J'ai catégorisé pour un peu grossir le trait, schématiser puisque c'est intéressant. Mais comme le disait Étienne Chouard, que je reprends, l'heure n'est plus à nous tirer dans les pattes entre gauche et droite, l'heure est à l'action. On taxe le carbone, mais pour défendre l'agriculture française, il a fallu du temps. Aujourd'hui, heureusement, j'ai vu donc Zemmour, Tanguy, Le Pen, Mélenchon s'unir, pas vraiment, mais en tout cas tous s'indigner de ce qui arrive actuellement aux paysans. Donc il est temps, justement, de s'unir. Je n'irai jamais mourir sur le front russe contre nos frères orthodoxes. En revanche, s'il faut aller mourir pour sauver la paysannerie française, pour attaquer et faire mourir cette république malade, je le ferai. Une profession, la paysannerie, avec un suicide par jour qui se fait ainsi cracher à la face, c'est fou, j'en ai des frissons et une rage comme hier qui me revient lorsque j'en parle. Je finis avec les horreurs de vitraux de Notre-Dame, puisque je vous abandonne au moins pour 2025, mais si combat il y a à mener physiquement sur la capitale, je serai présent. Donc les vitraux de Notre-Dame absolument immondes, faites par une Anglaise, je crois, qui n'est même pas chrétienne. Nous sommes prisonniers de ce monde horizontal qui n'est pas le plus important, comme me le rappelait justement ma chère et tendre. Notre objectif est évidemment le monde vertical, toutefois cela ne doit pas être une excuse pour ne pas agir, ne pas nous battre dans le monde horizontal, dans ce monde horizontal, puisque si nous ne nous battons pas, nous perdons notre honneur. Nous perdons notre honneur et nous devrons rendre des comptes de notre inaction une fois devant le patron là-haut dans le monde vertical justement. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Citation de Saint Paul. Dernière citation, au moins pour cette année. Cette phrase n'est pas une apologie de la faiblesse, elle est un paradoxe viril, un sommet de lucidité spirituelle que seuls les hommes solides
peuvent et doivent comprendre. Saint Paul ne dit pas « je me complais dans ma fragilité », il dit « je sais où est la source de ma force ». La vraie faiblesse n'est pas celle que l'on croit. La vraie faiblesse, ce n'est pas de se montrer humain, ce n'est pas de s'agenouiller, ce n'est pas de se demander d'aimer, de transmettre. La vraie faiblesse, c'est vivre cuirassé par peur d'être touché, confondre dureté et force, taire ce que l'on est par crainte du regard des autres. Celui qui ne se laisse jamais fissurer est souvent déjà brisé à l'intérieur. La carapace qui se fend, décidément, autorité et humanité. Quand tu laisses volontairement ta carapace se fendre, ce n'est pas par abandon mais par maîtrise. Je n'abdique rien de ma virilité ni de ma sagesse lorsque je me mets à genoux devant un enfant. Je fais ce que font les vrais maîtres d'école. Un professeur qui ose parfois dire « moi aussi j'ai douté, moi aussi j'apprends encore et moi aussi parfois je peux me tromper. Je ne m'abaisse pas, je m'élève. » Puisque les élèves n'ont pas besoin d'idoles froides, ils ont besoin de figures droites, fortes, mais accessibles sans être molles, exigeantes sans être écrasantes. Je me mets à leur hauteur pour mieux les relever. Je leur montre la grandeur, non pas comme un écrasant idéal, mais comme un horizon possible et même dépassable. C'est là que l'autorité devient féconde. S'agenouiller, c'est le geste des hommes debout et des hommes qui ont une âme. Se mettre à genoux devant sa conjointe que l'on aime, ce n'est pas se diminuer. C'est reconnaître que l'amour véritable n'est pas une domination mais une alliance. Enfin, se mettre à genoux devant Dieu, ce n'est pas s'annuler. C'est refuser de se prendre pour ce que l'on n'est pas, un Dieu de substitution. Seul celui qui sait devant qui il s'incline restera droit devant les hommes et aux yeux des hommes. La force de celui qui ne renie pas et qui ne se renie pas. Je refuse de renier le monde paysan humilié, gazé, écrasé par des décisions froides et injustes. Ma foi chrétienne dans un milieu qui préfère le silence inconfortable, voire pire, qui se renie lui aussi en acceptant d'autres religions, mais pas celle qui est séculaire dans ce pays. La vérité que je discerne, même lorsqu'elle dérange, le beau et le juste par exemple, alors j'incarne pleinement, en toute modestie, cette parole de Saint Paul à laquelle j'essaye de me tenir, puisqu'il faut une force immense pour rester calme quand on est caricaturé. Je suis fatigué et énervé. Restez calme quand on est caricaturé comme on peut l'être lorsque l'on se dit prof de droite. Restez fidèle lorsque l'on est minoritaire. Restez humble sans devenir tiède. J'ai presque l'impression de vous refaire le poème de Rudyard Kipling du premier épisode « Tu seras un homme, mon fils ». Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage enraciné. La vraie grandeur n'est pas dans le poing serré en permanence. Elle est dans la capacité à choisir quand ouvrir la main et quand dire non sans trembler. Être faible au sens de Saint Paul, c'est accepter de ne pas être autosuffisant, de dépendre de plus grand que soi sans jamais renoncer à sa responsabilité d'homme. En conclusion, lorsque je suis faible, c'est-à-dire réel, humble, fidèle, alors je suis fort puisque ma France ne dépend plus des applaudissements, mais de ce à quoi je me tiens, que ce soit à l'antenne comme hors antenne, puisque je suis toujours le même hors antenne. Et un homme qui sait où il se tient est un homme que rien ne renverse à part sa foi, qui peut être parfois absolument renversante. Cette émission est préparée en amont, toutefois je ne fais pas de travail de redécoupage. Parents, votre rôle est d'inculquer à vos enfants des valeurs saines et naturelles. Laissez-les être naturellement curieux d'apprendre. Enrichissez leur monde, éveillez-les, veillez à et sur leur sommeil, leur alimentation, le temps d'écran auquel ils sont confrontés et surtout ce à quoi ils sont confrontés sur les écrans. Prenez le temps de communiquer avec leurs enseignants. Vous faites partie au premier rang de la coéducation. Notre rôle à tous est d'aider à la formation des valeurs saines et encore une fois naturelles de notre jeunesse, de la jeunesse de ce pays. Plus tard, nos élèves, nos enfants pourront faire leurs choix personnels en responsabilité. Ils auront à leur disposition la base solide, inculquée par nos soins et leurs expériences guidées. Ils disposeront d'un esprit critique affûté tel une lame de rasoir. À mon humble avis, avec ces valeurs, nous éviterons 99% des bêtises potentielles à tous les niveaux. C'est bien pour cela que j'ai choisi la grave voie de l'instituteur, afin de les mener fermement sur les voies caillouteuses du monde nihiliste actuel.
À nous de protéger l'enfance dans son innocence. Aime et fais ce que tu veux. Comme dirait Saint Augustin, ce sera le mot de la fin. Donnons du savoir, apprenons à être, apprenons à devenir. Adieu.